Can anyone tell me who is the current middleweight champion? Trop de ceintures qui créent de la confusion, des décisions incohérentes qui brouillent nos repères et une illisibilité globale. Aujourd'hui, la boxe est devenue très difficile à suivre. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle d'une loi qui est en cours de vote au Sénat américain et qui représente un énorme changement pour la boxe. Le problème n'est pas nouveau et cela fait des années que ça dure. Mais aujourd'hui, il est devenu impossible à ignorer pour trois raisons principales. La perte d'attention. On est dans l'ère des formats courts, des influenceurs, de l'UFC. Ce que le public demande, c'est des combats clairs, des champions identifiables, des histoires simples. Il y a donc de l'espace pour un modèle alternatif, mais surtout aujourd'hui, il y a les moyens de l'imposer. Avant, il n'y avait aucun acteur assez puissant pour restructurer la boxe à lui seul. Alors qu'aujourd'hui, il y a le TKO Group Holdings, le modèle UFC déjà éprouvé, et une logique globale, sport et entertainment. Et ils viennent avec une promesse qui parle à tout le monde, simplifier la boxe. Mais pour comprendre, regardons comment fonctionne le système actuel. Aujourd'hui, la boxe est structurée sur deux lois. Une loi de 1996 qui vise surtout à protéger la santé des boxeurs et une loi de 2000 qui vise davantage à protéger les intérêts économiques des boxeurs. Le cadre législatif sépare donc actuellement les deux. Qu'il y ait une loi pour encadrer le sport et protéger un minimum la santé des boxeurs, ça semble assez évident, mais pour comprendre les raisons du Ali Act, il faut revenir à un moment clé. 1998. Mike Tyson assigne Don King, l'accusant de lui avoir soutiré des dizaines, voire des centaines de millions de dollars. Fraude, détournement de fonds, pratiques contractuelles abusives sont parmi les chefs d'accusation. L'affaire se règle à l'amiable, si on peut dire, et Don King accepte de payer 14 millions de dollars à Tyson. Mais le problème, ce n'est pas seulement l'argent, c'est le système qui le permet. Le pouvoir était concentré sans transparence, sans contre-pouvoir. Donc à la fin des années 90, une question se pose, comment peut-on protéger les boxeurs sans casser le sport? Et la réponse, c'est le Mohamed Ali Act. Pour protéger les boxeurs des promoteurs, il va d'abord éviter les conflits d'intérêts, c'est-à-dire qu'un promoteur ne peut pas être aussi le manager. Ensuite, il s'agit d'empêcher qu'un promoteur contrôle les titres et les classements. Et ça, c'est très important parce que si tu gagnes un titre ou une ceinture, tu vas pouvoir la valoriser de la même manière au moment où tu voudras changer de promoteur. Favoriser l'équité des opportunités. On interdit les contrats abusifs qui vont verrouiller les boxeurs pendant des années et des années. Assurer la transparence du sport. Les promoteurs doivent donner la visibilité aux boxeurs sur les détails de leurs contrats, les revenus générés, les bourses, etc. Pour résumer, le Mohamed Ali Act fait une chose simple, enlever le pouvoir des mains des promoteurs et le redistribuer aux boxeurs. Cette nouvelle loi, elle vise à ajouter des règles pour protéger la santé et la sécurité des boxeurs, et là-dessus tout le monde est d'accord. Mais surtout, elle vise la création de ce qu'ils appellent les UBO, qui sont en fait une seule entité qui va contrôler les titres, contrôler les combats, contrôler les classements, contrôler les règles. Mais en même temps, le système actuel ne fonctionne pas. Aujourd'hui, la boxe est organisée autour de plusieurs acteurs, de multiples promoteurs, plusieurs diffuseurs et plusieurs organisations ou instances qui vont être en charge de donner les titres, les ceintures WBC, WBA, IBF, WBO, les classements et le règlement propre à chacune des fédérations. Tout ceci crée beaucoup de complexité. Il y a trop de champions dans différentes fédérations, les combats sont parfois difficiles à organiser. Malgré tout, ce système a aussi des bénéfices, grâce au Mohamed Ali Act, parce qu'il permet la concurrence. On peut être libre en tant que boxeur ou boxeuse de changer de promoteur, de changer de manager et de négocier à ce qui sera le plus en notre faveur. Mais malgré toute cette logique, il y a de grandes chances que cette nouvelle loi qui va réviser et qui va totalement à l'encontre, en réalité, du Mohamed Ali Act, eh bien, il y a de grandes chances qu'elle passe.
La nouvelle ligue de boxe TKO, Zuffa Boxing, fonctionne comme une entreprise commune, une joint venture entre TKO et des entités saoudiennes. C'est un partenariat stratégique. Le projet est co-dirigé par Turki Al-Shir, président de l'autorité générale du divertissement en Arabie Saoudite, et Dana White. Le financement des combats passe par la participation de l'Arabie Saoudite via la société Sela, détenue par le Public Investment Fund. Cela finance directement les bourses des combattants pour les super fights. TKO ne paye donc pas de sa poche pour ces bourses massives comme les 15 millions de dollars qui ont été rapportés pour Conor Benn. TKO, de son côté, gère les opérations quotidiennes, la production et les droits médias en échange de frais de gestion et d'une part des revenus. Et parlons de la diffusion, puisque TKO Holdings, Zuffa Boxing, a signé un énorme contrat avec Paramount+. Alors, ce que ce type de deal achète avant tout, c'est du volume. Des combats réguliers, identifiables, faciles à suivre. Mais c'est pas forcément uniquement des super fights ou des méga fights. C'est plutôt un produit continu, un rythme. Today, the WBC, a sanctioning body, alone recognizes 163 champions across 18 weight classes. To state the obvious, there should simply be 18 champions. The system as it currently stands would remain in place. This is an or option. Alors oui, Nick Khan au Sénat, il a expliqué que malgré tout, ce que propose TKO donc via Zuffa Boxing, ça reste une alternative et que le système traditionnel, avec les multiples fédérations et les autres promoteurs, peut toujours fonctionner. On n'interdit pas à un boxeur de rester dans l'une de ses promotions. On pourrait anticiper qu'en réalité, la stratégie de Zuffa pourrait être de dominer le marché, de la même manière que l'UFC l'a fait. Lorsque l'UFC est apparu, il y avait d'autres organisations pour le MMA. Mais quand on regarde, elles se sont toutes soit faites aspirer par des acquisitions coup sur coup par l'UFC, soit elles ont totalement disparu. En réalité, le seul réel survivant à ce compte-là, c'est le PFL. La proposition de Zuffa Boxing a quand même quelques points faibles. Les risques essentiels dans cette proposition, c'est la concentration du pouvoir, une plus faible capacité de négociation pour les boxeurs et les boxeuses, et un risque évident de monopole. Les points forts, effectivement, plus de clarté, quelque chose de beaucoup plus lisible à la sauce UFC, une structure simplifiée et des combats plus faciles à organiser, plus fréquents, même si on l'a dit, ça ne dit rien de la qualité des combats qui viendront. Alors à court terme, pour certains, c'est une opportunité. Certains boxeurs, en signant avec Zuffa Boxing, vont avoir accès à des bourses plus importantes à ce stade-là de leur carrière que ce qu'ils n'auraient pu avoir par ailleurs. Ils pourront aussi être plus rapidement visibles. Ils auront leur chance à un titre, celui de Zuffa, mais ils auront quand même leur chance d'être valorisés dans des cartes diffusées très largement par le biais de Paramount+. Mais à plus long terme, ce qui est redouté de tous, c'est qu'on laisse se développer un acteur qui monopolise totalement une industrie. Certes, l'UFC a beaucoup convaincu à ses débuts et était très attractif parce qu'il apportait une structure claire, lisible et qui permettait des bourses supérieures à ce que la concurrence bien souvent offrait. Mais aujourd'hui, le constat est bien différent. On se retrouve avec beaucoup de boxeurs qui ne sont pas aussi bien payés qu'ils le devraient, notamment lorsqu'on compare le pourcentage des revenus qui leur sont versés par rapport à d'autres sports majeurs. Ils n'ont pas le droit d'avoir des sponsors personnels. On se souvient du Reebok Deal, et ils ont un statut d'indépendant qui les prive de certains droits et avantages d'une entreprise tels que la couverture santé, l'action syndicale ou collective, les pensions, retraites, etc. Beaucoup de fans se révèlent déçus aussi, notamment par l'augmentation des prix des tickets et aussi par la baisse de la qualité des combats. On n'a pas forcément les meilleurs contre les meilleurs et on n'a pas forcément les combats qu'on aimerait voir. Et les stars ont commencé à fuir. Tous en quête de liberté, de meilleurs revenus et de meilleures opportunités. Et ce n'est donc pas étonnant qu'un groupe de combattants ait assigné en justice l'UFC pour une plainte qui s'est montée à 375 millions de dollars pour exploitation et pratiques anticoncurrentielles. Modifier le Mohamed Ali Act, ça aurait pu se faire pour le bénéfice du sport en corrigeant ce qui ne va pas aujourd'hui, mais pour autant sans enlever les protections essentielles pour les boxeurs et les boxeuses. Par exemple, resserrer la réglementation à l'issue d'un contrôle antidopage qui s'est révélé positif.
Par exemple, renforcer les règles de droit à prétendre au titre pour les challengers obligatoires. La boxe change, c'est un constat, mais ce n'est plus tellement la question. La question réellement aujourd'hui, c'est qui va la contrôler. Et pendant que tout le monde réfléchit, il y en a un qui a compris et qui n'attend pas que la loi passe. Il a structuré la division de la boxe qui était le moins structurée, la boxe féminine, avec Jake Paul. MVPW, sa ligue féminine, est déjà là. Et le temps nous dira si c'est ce qui portera la boxe féminine dans une autre dimension ou si c'est ce qui la fera se dévorer d'elle-même. By allowing one entity to operate across promotion, management, and matchmaking, it removes independence. When that happens, you fight who you're told to fight, or you don't fight at all.